Bonjour. Alors, je vais vous parler du végétarisme et du féminisme. En fait, ce sont des sujets assez proches, curieusement, mais jusqu'à présent, je ne les avais pas reliés entre elles, ces deux questions. Pourquoi les féministes sont-ils voués à être végétariens? Parce que, dans les deux cas, on s'aperçoit que on ne veut être végétarien, c'est d'abord, il ne faudrait quand même pas l'oublier, c'est pas tellement être végétarien, c'est être contre la consommation de viande. Donc contre la consommation de viande animale et contre la consommation de la femme, si on veut. Bon, voilà où le combat se rejoint. Mais, de manière générale, l'animal, j'écoutais tout à l'heure une publicité sur France Info, sur la nécessité de consommer la bonne viande française. Et la personne qui est interviewée, c'est peut-être simplement un comédien, enfin, peu importe, dit voilà, ces belles viandes, ces belles vaches, etc., qui vont donner de la bonne viande. Donc, finalement, il n'y a pas de complexe, voyez-vous. Bon, on élève ces animaux, on leur donne des prairies, etc., et puis, tôt ou tard, il va falloir en donner la bonne viande. Donc finalement, on n'est pas hypocrite, on ne dit pas on élève des animaux pour les voir paître tranquillement dans les prés. Pâturage, labourage et pâturage. Bon, faut pas déconner. Bon. Donc là, il y a une hypocrisie flagrante. Bon, il est clair que les animaux, on en parle déjà dans la Genèse, dans l'Exode, dans les 10 commandements, puisque dans les 10 commandements, on dit tu ne convoiteras pas les animaux de ton prochain et tu ne feras pas travailler tes animaux, enfin bref, etc. Mais c'est vrai aussi pour les femmes. Donc les femmes et les animaux, les animaux domestiques, sont mis dans le même sac dans le décalogue. Hein. Et évidemment, donc par conséquent, il est normal que le féminisme, quelque part, ressente une animosité face à toute utilisation des animaux pour la consommation. Hein, par conséquent, c'est peut-être pas clairement dans ça, mais moi je dégage la subconscience de cela. Il est évident que pour quelqu'un ne, qui ne supporte pas son statut de femme, eh bien, il est normal que, par extension, il ne supporte pas le statut de l'animal à consommer, la vache, le mouton, etc., etc., les poulets, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est très intéressant. Alors un deuxième point que je voudrais signaler, parce que hier j'ai quand même vu le film en avant-première Alien de Ridley Scott, qui est tout à fait remarquable d'ailleurs, et qui parle beaucoup justement des androïdes. Alors là, c'est un film sur l'androïde, puisque Schumacher, je crois que c'est un vrai, il est androïde, et il y a deux androïdes. Alors, le film tourne autour de la rivalité entre deux androïdes, David, David et Walter. David, l'ancien androïde, Walter, la nouvelle génération androïde. Et finalement, à un moment donné, on ne sait plus qui est le. Comme ils sont jumeaux, qui sont la même tête, et qui jouent d'ailleurs le même acteur, on ne sait plus, surtout que l'ambiguïté, enfin je ne veux pas déflorer le sujet, mais l'ambiguïté, c'est savoir, au bout d'un certain moment, on ne sait plus qui fait quoi. Et donc, ces androïdes, eh bien, la femme aussi, quelque part, est un androïde, bien évidemment. De même que quelque part, l'animal aussi, enfin la voiture est un androïde par rapport à l'animal. C'est un zooïde, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est une imitation de l'animal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit d'une voiture qu'elle fait tant de chevaux vapeur, CV. CV, c'est les chevaux. Bon, ben voilà, les chevaux, c'est les chevaux. Et alors, je voudrais terminer sur un point, parce que je ne veux pas trop développer les choses que j'ai déjà dites une fois. Premièrement, effectivement, qu'il y a un danger avec les androïdes, qui peuvent trahir l'humanité. C'est le rôle d'ailleurs de ce alien, puisque finalement, l'androïde va prendre le parti d'un être mutant plutôt que celui de l'humanité. Ça peut aller très très loin, c'est intéressant comme thèse. Mais la femme aussi peut trahir l'humanité pour aller vers autre chose. Qui sait? Et puis une chose qui me frappe aussi, je dirais ça en conclusion, c'est que, par exemple, quand vous vous blessez quelque part, vous considérez que votre corps va se guérir de lui-même. Hein.
Mais une machine, si elle tombe, elle ne va pas se réparer d'elle-même. Un enfant qui tombe, bon ben, il peut pleurer, etc. Mais il va y avoir une cicatrice, il va y avoir une croûte, etc. Mais il va se réparer. Un appareil qui tombe, ben, je suis désolé, si je fais tomber ça, si je le casse, ça ne va pas se réparer tout seul. Et c'est très important. C'est toute la question. On repère l'androïde par une certaine incapacité à se réparer ou à réparer les choses. Même s'il y a des correcteurs d'orthographe, bon, mais ça c'est très très fonctionnel, très pratique. Mais d'une manière générale, par exemple, les erreurs. Moi je travaille beaucoup sur l'erreur, j'ai fait même un éloge de l'erreur en 91 qu'on peut trouver en librairie avec Alain Kieser et Anne Rose aux éditions du Gary Coudrier. Donc l'erreur, c'est passionnant le phénomène de l'erreur. Et on voit bien que, d'ailleurs l'erreur c'est aussi lié à l'humour, au comique. On fait semblant de se tromper. Un immigré, quelqu'un qui est en train d'être dans une ascension sociale et qui veut être intégré, il n'a pas intérêt à jouer avec l'erreur. Puisque déjà, il commet des erreurs par lui-même, il ne va pas en fabriquer d'autres. Mais par contre, celui qui est plus ou moins parfait et infaillible, qui ne fait pas d'erreur, il peut faire semblant d'en faire. Et c'est pour ça que l'humour, on ne peut pas faire de l'humour avec des étrangers. On ne peut pas faire de l'humour avec des gens qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Par contre, on peut faire de l'humour avec des gens qui sont bien en place, qui sont bien dans leur peau, et là, ils peuvent s'amuser à faire semblant de se tromper. Donc l'erreur, c'est aussi non seulement se tromper, mais c'est aussi induire l'autre en erreur ou faire semblant de l'induire en erreur. Et c'est aussi la conscience de la normalité. Quelqu'un qui n'a pas conscience de la normalité, il ne peut pas s'apercevoir qu'il y a une erreur, il ne peut pas s'apercevoir qu'il y a une anomalie. C'est pour ça que choisir pour assurer la sécurité des lieux à Paris ou ailleurs, des Noirs ou des étrangers, c'est une totale aberration. Parce que ces gens-là sont les derniers qui seraient capables de percevoir une anomalie, un comportement étrange. Puisque eux, ils vivent dans une sorte de flou, ils captent de façon très très limitée, très focalisée un certain nombre d'informations, mais ils n'ont pas une vision globale. De même que nous, c'est vrai pour tout le monde, toute personne qui est étranger, c'est bien en situation étrangère, il n'a pas une perception globale, il ne capte pas tous les détails, il ne capte pas tout ce qui se passe, il ne capte pas toutes les anomalies, c'est comme ça. Quand on veut changer de situation, de milieu, et qu'on passe dans un milieu qu'on ne connaît pas, on s'appauvrit et on a une capacité de détection des erreurs et de correction des erreurs qui est d'autant plus limitée. Ce n'est pas extraordinaire que de reconnaître cela. Il ne faut pas nier les choses. Bon. Donc voilà, et ça aussi c'est intéressant, c'est la relation entre les femmes et les étrangers, qui également quelque part sont du même ordre que les relations entre les femmes et les animaux de boucherie, c'est-à-dire on va se solidariser avec l'étranger, parce que les étrangers, ils sont en train de chercher à s'intégrer, et puis les femmes aussi, elles sont en train de chercher à s'intégrer, donc quelque part c'est le même combat.